Parce que je dois vous rappeler qu'au moment où on négocie le contrat de partage de production, le prix du baril était autour de 15 $. Et vous savez ce qui s'est passé entre-temps? Le prix du baril a même dépassé les 100 $. Alors, imaginez ce que le Congo a engrangé pendant cette période. Oui, donc, mais monsieur Benoît Koukébéné, comment expliquer ce paradoxe? Vous êtes en train de dire ici, lorsque vous négociez d'ailleurs ce contrat de partage, le prix de baril était à 15 $. Bien avant cela, le Congo n'avait pratiquement rien pour son pétrole. Et malgré que vous avez négocié ce contrat de partage, au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a beaucoup d'argent que le Congo a engrangé. Qu'est-ce qui peut expliquer la misère actuelle? C'est un problème de gouvernance. Parce que l'argent existe, même maintenant, l'argent existe. Mais là où ça va, je ne sais pas. Alors, comment voulez-vous que le pays puisse décoller quand on fait comme ça? Et c'est pour ça que je me dis, mais où est le président? Le président est au courant de tout ça. Comment il peut laisser faire les gens qu'on a placés qui sont en train de ponctionner l'argent de l'État? D'ailleurs, vous avez suivi ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans les machines Papers, comme on appelle ça. Les Panama Papers et Panama Papers, oui. Voilà. Et Panama Papers. Il y a des gens de chez nous qui sont là-dedans. Voyez-vous? Donc, je me dis, ce n'est pas possible. Un Congo, un pays qui a autant de possibilités. Et comment il peut se retrouver dans la situation actuelle? Je me pose la question. Et c'est ça qui fait que je suis un peu en colère parce que je ne comprends pas. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, très ravi de vous retrouver pour ce tout autre numéro de Droit de Savoir. Likez, partagez. Vous pouvez également nous soutenir en envoyant des étoiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Benoît Koukébéné, bien connu des Congolais, ancien ministre congolais des hydrocarbures, membre de l'Union panafricaine pour la démocratie et le progrès social, ancien vice-président de l'UPADS. Bonjour, Monsieur Benoît Koukébéné, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de parler de mon pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Monsieur Benoît Koukébéné, après plus d'un demi-siècle de son accession à la souveraineté internationale, le Congo peine à décoller. Que se serait-il passé? À quel niveau le Congo aurait failli, selon vous? C'est vrai que le Congo a de la peine à décoller, c'est exact. Et pourtant, ce n'est pas les atouts qui manquent au Congo. Le Congo a des atouts. Des atouts, on a des fleuves, on a une terre généreuse, nous avons des minerais, et nous avons une jeunesse dynamique qui n'attend qu'à être formée pour aller au travail. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Eh bien, c'est simple, je crois. C'est un problème de gouvernance, en définitive. C'est un problème des ambitions de ceux qui nous gouvernent. C'est un problème d'amour avec son pays. Si on aime son pays, on fait le nécessaire pour que le pays marche. Or, aujourd'hui, on est loin de tout cela, très loin. La gestion des hommes n'est pas au point, la gestion économique n'est pas au point, la gestion financière n'est pas au point, et je peux ajouter là une litanie de beaucoup de choses qui ne marchent pas. Alors, c'est à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et moi, je suis de la génération de ceux qui ont profité des premiers gouvernements de notre pays, notamment sous Fulbert Youlou. Nous étions des jeunes, on pouvait avoir les bourses facilement, on allait à l'école, il n'y a pas de problème. Nos parents qui étaient la plupart des moniteurs, des instituteurs, avec leur salaire, ils pouvaient nourrir leur famille, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent faire avec leur argent parce que les salaires étaient réguliers, etc. etc. Or, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça. Aujourd'hui, parfois, je me pose la question,
Mais où est le président de la République? Quand on voit tout ce qui se passe sur le plan économique, on ne fait rien. Aujourd'hui, vous ouvrez un frigo d'un Congolais, tous les produits qui sont dedans, ce sont des produits importés. Tout est importé. On ne produit rien. Oui, mais monsieur Benoît Koukebene, vous êtes posé une question tout à l'heure. Où est le président de la République? Et vous enchaînez en disant aujourd'hui, lorsque vous ouvrez le frigo d'un Congolais, il n'y a pratiquement rien, c'est vide. Alors, il y a 25 ans de cela, vous étiez encore aux affaires, s'il faut le dire. Et aujourd'hui, vous êtes parti du Congo. Tel que vous êtes en train de décrire le Congo, quel sentiment cela vous fait de savoir ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui, après 25 ans que vous avez quitté les affaires? Mon premier sentiment, c'est l'étonnement. C'est l'étonnement parce que je m'étonne, je ne sais pas, le Congo a les possibilités, le Congo a tout ce qu'il faut. Et puis, comme ça ne marche pas, c'est la colère finalement qui m'anime. C'est la colère parce qu'on a un pays qui a tout. On a un pays qui a de la jeunesse, on a un pays qui a des ressources. Donc, on a un pays qui pouvait s'organiser et se développer. Et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis, où se trouve le président? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Sur le plan politique, vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Il y a un parti dominant qu'on appelle le PCT, où ils font tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? On l'a vu aux élections, que ce soit les élections législatives, que ce soit les élections présidentielles. Sur le plan économique, comme je venais de vous dire, on ne fait rien. Sur le plan des plans importants comme l'école, comme la santé, on ne fait absolument rien. Aujourd'hui, l'école au niveau du Congo n'a presque pas de valeur. La santé, on a abandonné les Congolais. Parfois, on construit des bâtiments, ça je ne dis pas. Mais les bâtiments ne suffisent pas pour soigner les gens. Pour soigner les gens, il faut des médecins, il faut des infirmières, il faut des infirmiers et il faut des équipements. Or, il n'y en a pas. Le CHU, on appelle ça même CHU. C'est vous dire. Alors, donc, je ne comprends pas. Sur le plan de la gestion, donc de la gouvernance d'une manière générale, on ne sait pas qui fait quoi. Aujourd'hui, au Trésor public, les gens font ce qu'ils veulent. Dans tous les ministères, les gens font ce qu'ils veulent. Je me demande même, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas où est le président de la République. Ça m'étonnerait que ça se passe. Monsieur Benoît Koukebene, vous avez l'impression que le Congo n'est plus gouverné? Ah, je peux le dire. N'est plus gouverné, dans le sens de gouverner un pays, c'est-à-dire dans le sens, j'allais dire, rationnel et tout. Parce que toutes ces choses se passent, n'est-ce pas? Et le président ne réagit pas. Les gens qui font de la violence, ils existent. On ne condamne personne. Les gens qui détournent de l'argent, ils existent. On ne condamne personne. Et récemment, j'ai trouvé encore dans les réseaux sociaux, M. Bouya, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait donné un ordre au Trésor public pour qu'on lui fasse un virement de plus de 48 milliards de francs à un compte qui se trouve à l'étranger. 48 milliards de francs CFA. 48 milliards de francs CFA. Et on se demande, mais le président doit le savoir. Et il ne réagit pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'école ne marche pas. Regardez, il y a eu une bonne idée de faire l'université de Kintélé. C'était pas mauvais, ça. Mais qu'est-ce que ça devient, cette université? Bien sûr, on fait des bâtiments en vitesse, tout. Aujourd'hui, on apprend d'ailleurs que tous les instruments qu'on avait mis à l'intérieur de cette université ont été volés, pillés, alors que c'était une zone qui était gardée par l'armée, par la police. Qu'est-ce qui se passe? Et personne n'est responsable. Alors, donc, il y a l'impunité qui gangrène notre pays, l'impunité d'une manière absolue. C'est pour ça que je dis l'impunité, le président doit le savoir. Lui, il a des réseaux, il sait ce qui se passe. L'école, nos enfants ne savent plus ce qu'il faut faire. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, tout ce que nous apprenons, les parents sont rentrés même dans ce jeu d'aller acheter les diplômes de leurs enfants. Pour passer le BEPC, c'est les parents qui achètent. C'est-à-dire qu'on encourage les jeunes à ne plus faire d'efforts. Et c'est triste, et ça, tout le monde le sait. Alors, voyez-vous, je suis vraiment meurtri et je suis en colère parce que je pensais que le président Denis Sassou Nguesso a voulu le pouvoir, il l'a obtenu par les moyens qu'il a utilisés,
Je me suis dit qu'il allait faire quelque chose pour que ce pays-là se développe. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Alors donc, M. Benoît Koukébéné, les choses auraient été gouvernées autrement. Or là, on se pose la question de savoir si réellement le Congo est encore gouverné. Mais est-ce que on peut penser que c'est aussi là un mode de gouvernance qu'on est en train d'appliquer, c'est-à-dire Oui, maintenir la population oui, dans la précarité c'est exact, c'est exact, c'est exact. On paupérise les gens pour les amener à faire ce qu'on veut leur faire aujourd'hui. Mais comment voulez-vous que les gens puissent vivre aujourd'hui? Ceux qui ont travaillé toute leur vie ne peuvent pas toucher leur retraite. Aujourd'hui, nos enfants qu'on envoie à étudier, ils n'ont pas de bourse. Aujourd'hui, etc., etc. Il y a tout ça. Donc, on veut, à la limite, affamer les populations. Comme ça, les gens affamés, on leur fait faire tout ce qu'on veut. Il suffit de leur donner un peu d'argent. Aujourd'hui, sur les jeunes, il y a des problèmes de violence. Il y a même des enfants qu'on appelle les bébés noirs ou rouges, je ne sais plus quoi, qui sévissent partout, tout le monde le sait. Mais il n'y a personne qui est condamné, personne ne fait quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Et parfois, on dégage de l'argent pour faire soit de routes, soit de bâtiments. Mais quand vous allez regarder, au bout de quelques mois, paf, ça s'effondre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a rien. Bon. Et ça ne marche pas. Mais où est le président de la République? Je ne comprends pas. Et nous sommes dans cette situation, c'est une situation catastrophique. Et effectivement, en mode de gouvernement, et c'est vrai, parce que, indépendamment sur le plan politique, il y a la violence politique. Tous ceux qui essaient de s'opposer, ou bien ils sont bastonnés, ou bien ils sont arrêtés, ou bien ils sont en prison. Enfin, vous savez, ceux qui sont en prison, ils sont nombreux qui sont en prison aujourd'hui, les prisonniers politiques. Ils sont nombreux. Donc, et ça nous ramène vers une gouvernance autocratique. Et d'ailleurs, je suis maintenant convaincu, puisque le président, notre président, on l'appelle maintenant empereur. Les autres chefs d'État l'appellent empereur. Donc, vous savez ce qu'un empereur fait. Un empereur, il n'y a pas la démocratie, c'est chez un empereur. Il n'y en a pas. Mais est-ce que lorsqu'on l'appelle par empereur, est-ce que c'est une réalité ou une sorte de moquerie Non, je voudrais bien que ce soit une moquerie, mais est-ce que le président lui-même réagit à ça? Vous l'avez entendu réagir? Au contraire, il est content d'entendre ça. On l'a Mais vu voilà, à la télé. donc il est bien dans sa peau d'empereur. Alors, de tout le tableau que vous venez de peindre, M. Benoît Koukébéné, peut-on dire que les responsabilités sont partagées entre le pouvoir en place aujourd'hui, incarné par le Parti congolais du travail, et l'UPADES, qui était au pouvoir avant le coup d'État de 1997? Parce que certains pensent que l'UPADES, sinon le pouvoir Lissouba, ne s'était pas entouré des garanties nécessaires pour bien mener les choses au point où, finalement, Denis Sassou Nguesso est venu refaire un coup d'État militaire. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. D'abord, il faut savoir que le président Lissouba a eu son pouvoir à sa présidence, c'est issu d'une élection du peuple congolais, d'une élection que lui n'a pas organisée. Il ne faut pas oublier ça. Parce qu'en principe, en Afrique, ceux qui organisent les élections se débrouillent pour gagner. Mais lui, c'est une élection qu'il n'a pas organisée, lui qui l'a gagnée. Et il avait la mission, n'est-ce pas, de faire fonctionner les actes de la conférence nationale souveraine. Il y avait ça. Et quand il arrive au pouvoir un peu avant lui, le Premier ministre Milongo, les caisses de l'État sont vides. Le Premier ministre Milongo n'a rien pu faire. Les caisses de l'État sont vides. Et le président Lissouba arrive, c'est exactement la même situation qu'il trouve. Les caisses de l'État sont vides. C'est difficile de faire des choses avec ça. Il ne manquait pas de compétences. Les compétences, il y en avait. Et malheureusement, quand le président Lissouba a commencé à réagir, à faire certaines choses, notamment quand nous avons réussi à faire les contrats de partage de production, il y a une lumière, une lueur, n'est-ce pas, qui s'est faite. Donc, on pouvait, à partir de ce moment, pouvoir faire des programmes, n'est-ce pas, pour développer le pays. Malheureusement, vous devez savoir que le contrat de partage de production devait prendre effet à partir, n'est-ce pas, de 1996-97. Donc, avant tout cela, il n'y a pas d'argent. Parce que la ressource vivante, celle qui pouvait ramener rapidement de l'argent, c'était le pétrole. C'était le pétrole. Or, le pétrole était sous des lois, sous des règles
de 1968. Figurez-vous que dans ces règles-là, le Congo ne touchait presque rien. Et le Congo, qui avait le malheur d'être partenaire, donc associé aux sociétés ELF, AGIP, tout ça là, mais il ne touchait rien. Les dividendes, c'était parfois 100 000 francs CFA. Alors, monsieur Benoît Koukébene, vous nous disiez qu'il arrivait que le Congo puisse finalement n'avoir que pour ses revenus pétroliers 100 000 francs CFA, c'est cela? Oui, ça c'est de la dividende. C'est de la dividende. Les dividendes en tant qu'actionnaire dans ELF et dans AGIP. D'ailleurs, nous, avec le projet qu'on avait, on a dû revendre nos parts, n'est-ce pas, dans ELF et d'AGIP, parce que ce n'était pas la peine d'être là-dedans alors qu'on ne gagnait rien. C'était ça. L'autre revenu, c'était la redevance minière proportionnelle. Mais la redevance minière proportionnelle, malheureusement, même là, la redevance minière proportionnelle, c'est les sociétés qui prenaient notre redevance, qui vendaient et qui donnaient à l'État ce qu'ils voulaient bien donner, en fait. Voilà. En sorte, le Congo ne contrôlait rien du tout, c'est cela. Le Congo n'avait pas accès à son brut, il n'a pas accès. Même pour faire tourner la raffinerie, c'est Hydro-Congo qui achète le brut pour le mettre à la raffinerie. Parce que nous n'avons pas accès au brut. Alors, c'est tous ces problèmes-là qui nous ont fait penser qu'il faut changer les choses. Mais sans bousculer, sans quoi faire, ce n'est pas une nationalisation de tout. Non, non, non. On va pour négocier des choses, remettre, n'est-ce pas, les choses à l'endroit. C'est ça. Et c'est ça que nous avons essayé de faire pour aller vers ce que j'appelle les CPPP, c'est-à-dire les contrats de partage de production. Pour plusieurs, d'ailleurs, je vais vous faire un peu rapidement l'historique de cette idée-là qui m'était venue depuis un bon bout de temps. Je vous en prie. J'étais à l'Institut français du pétrole. Ma section a duré ces 2 ans. Oui. La première année, il y a eu des vacances, j'ai décidé d'aller au Congo. J'étais déjà un stagiaire d'Hydro-Congo. Quand j'arrive là-bas, j'étais préoccupé par les problèmes des coûts pétroliers. Pourquoi? Parce que Hydro-Congo était partie prenante finalement à un moment donné de ces contrats. Les sociétés ouvraient un compte qu'on appelle un compte avance à Hydro-Congo, que Hydro-Congo pourra rembourser en cas de découverte. Bon. Donc, moi, pendant les vacances, quand j'arrive, je vois le directeur général d'Hydro-Congo pour dire non, moi, cette histoire de compte d'avance, je ne comprends pas. On nous envoie seulement des montants, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, je voulais aller chez ELF pour savoir qu'il m'explique de quoi il s'agit. Le directeur général de Congo m'a fait une autre démission. Et mon chef, je crois que c'était Mongo Paulin. Oui, Mongo Paulin qui était le chef du domaine minier. Moi, j'étais son adjoint en quelque sorte. Donc, on a fait la mission. Mais quand on arrive à Pointe-Noire, les sociétés refusent de nous recevoir. Nous ont presque chassés. Et tout ça, c'est des choses qui sont restées dans ma tête, ça. Je ne comprenais pas pourquoi on fait Monsieur Benoît Koukébene, vous êtes en train de nous dire, vous représentez le Congo, les sociétés qui exploitent au Congo refusent de vous recevoir. Oui. Quand j'étais encore étudiant à l'Institut français du pétrole, j'étais agent d'Hydro-Congo. J'étais stagiaire d'Hydro-Congo. C'est à ce titre que je me présente là-bas. Parce que Hydro-Congo c'était un associé porté par les sociétés pétrolières. Comme il est porté, ils ouvrent un compte d'avance pour toutes les dépenses. Hydro-Congo a sa part. Donc, nous, on ne voit que ce que l'Hydro-Congo doit sans savoir, c'est quoi exactement. Donc, je voulais aller comprendre ça. Le directeur d'Hydro-Congo a fait la mission. Je suis allé là-bas avec Mongo Paulin. Ils ont refusé de nous recevoir. Et vous avez abandonné? Je ne pouvais rien, j'avais une force. J'étais un stagiaire d'Hydro-Congo. Je suis reparti terminer ma scolarité. Et quand je rentre, la première chose que je fais, justement, à cause de ce problème des coûts, la première chose que j'ai fait à l'entreprise, c'est des contrats de partage de production. J'ai envoyé un mot à mon directeur, qui a dû l'envoyer peut-être au ministre, je n'en sais rien. Je dis non, on a des problèmes. Il est difficile pour nous, nous n'avons pas les moyens de contrôler les coûts de ces sociétés. C'est trop compliqué.
Dans ce cas, il faut qu'on aille vers un système, n'est-ce pas, où nous n'aurons pas à perdre notre temps pour contrôler les coûts. Et le seul système qui vaille dans ce cas-là, c'est les contrats de partage de production parce qu'il y a un coût global qu'on a négocié dès le départ. Et ce qui est encore surprenant, le Gabon était déjà avait déjà des contrats de partage de production. L'Angola avait des contrats de partage de production. Mais au Congo, on ne veut pas que le Congo ait des contrats de partage de production. Pourquoi? Ça, je n'ai jamais compris. Donc, j'ai fait la demande, j'ai envoyé la note, et c'est resté lettre morte. Et quand le président de Souba me désigne ministre, hein, j'étais en mission d'Hydro-Congo aux États-Unis, arrivé à Paris, c'est là où on m'annonce que je suis ministre. En ministre de l'Hydrocarbures, je dis, bon, c'est pas cette histoire. J'en parle, je téléphone, j'appelle mon époux, il me dit, ça passe à la télé. Bon, bref. Alors, j'ai accepté cette fonction. Mais dans ma tête, je me suis dit, maintenant que je suis moi-même ministre, il faut que je réalise des contrats de partage. Et c'est ce qui s'est passé. Et comment ça s'est fait? Est-ce qu'on peut avoir... Vous pouvez nous en parler? Ça oui, je peux vous en parler. Je Oui. peux vous en parler, non, il n'y a pas de problème. Parce que c'est une négociation. C'est une négociation. Moi, j'ai poussé les sociétés, dit nous devons négocier pourquoi il y a des contrats de partage de production au Gabon, pourquoi il y a des partages de production en Angola, et pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait contrat de partage de production au Congo. Bon, de fil en aiguille, ils ont accepté. Ils ont accepté. Donc, on a préparé les contrats avec eux et je me suis retrouvé à Paris, à l'hôtel Méridien, avec eux. J'avais amené avec moi des cadres d'Hydro-Congo de haut niveau, Didier Jean-Paul et Okerina Bernard. Tous les deux sont des ingénieurs de l'IEF. Donc, nous sommes arrivés là-bas, on a négocié pied à pied. Pied à pied. Il y a des choses que je n'acceptais, des choses que je n'acceptais pas du tout. Donc, on est arrivé à faire. Alors, le contrat de partage, le principe est simple, finalement. C'est très simple. Le contrat de partage de production, c'est quoi? C'est-à-dire, sur un baril produit, en termes simples, oui, il y a une partie qui va à l'amortissement, n'est-ce pas, de l'investissement. De l'investissement, oui. Voilà. Il y a une partie qu'on prélève pour la redevance, parce que la redevance, c'est un droit. La redevance, comme on dit dans notre jargon, elle est payée tête de prix. C'est-à-dire que chaque fois qu'une goutte de pétrole sort, le Congo a droit à une part de la redevance. C'est comme ça. Donc, il y a ça. Alors, le contrat de part de production, donc, quand vous prenez un baril, vous enlevez la partie qui va pour les amortissements des sociétés, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le cost oil. Vous enlevez la redevance, celle qui revient de droit au Congo, et le reste, ce qu'on appelle le profit oil, et c'est ce reste-là qu'on se partage. Et c'est ça qui faisait que, dans le partage, n'est-ce pas, de cette partie-là, le profit oil, quand je prends cette part-là, et quand je prends la redevance minière, c'est ça qui nous amène avec des revenus d'environ 33%, n'est-ce pas, du baril. Et en plus, cette part-là, elle peut augmenter, puisque quand l'investissement, on a monté au fur et à mesure de l'investissement, donc il y a encore des parties qui se jouent, oui, qu'on se partage toujours. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que ça devrait marcher. D'ailleurs, la preuve, tout le monde le sait. Hein? Et malheureusement, ce contrat devait prendre effet, n'est-ce pas, en 1996, voire début 97. C'était ça la négociation qu'on avait eu à faire. Parce qu'il fallait préparer tout, il y avait beaucoup de choses à préparer. Voilà, c'est ça qui a été fait. Et donc, quand le contrat de partage de production est arrivé, est en fonctionnement, et à partir de ce moment, mais il y a de l'argent qui tombe. Oui. Il y a eu de l'argent, je vous dis qu'il y a eu de l'argent, c'est des milliards et des milliards. Je vous dis bien des milliards. Il continue à en avoir jusqu'aujourd'hui. Mais bien entendu, grâce au contrat de partage de production. Quand il y a eu, comment on appelle ça, les crises pétrolières de 2003, de 2008, mais nous, on n'a rien subi, entendu. On a subi, mais on a moins souffert, puisque nous avions
nous sommes protégés par le contrat de partage de production. Donc, on n'a pas eu de conséquences. Nous sommes protégés. Et quand le prix du pétrole monte, eh bien, c'est un autre avantage. Voyez-vous? Parce que je dois vous rappeler qu'au moment où on négocie le contrat de partage de production, le prix du baril était autour de 15 $. Et vous savez ce qui s'est passé entre-temps? Le prix du baril a même dépassé les 100 $. Alors, imaginez ce que le Congo a engrangé pendant cette période. Oui, donc, mais monsieur Benoît Koukebene, comment expliquer ce paradoxe? Vous êtes en train de dire ici, lorsque vous négociez d'ailleurs ce contrat de partage, le prix de baril était à 15 $. Bien avant cela, le Congo n'avait pratiquement rien pour son pétrole. Et malgré que vous avez négocié ce contrat de partage, au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a beaucoup d'argent que le Congo a engrangé. Qu'est-ce qui peut expliquer la misère actuelle? C'est un problème de gouvernance. Parce que l'argent existe, même maintenant, l'argent existe. Mais là où ça va, je ne sais pas. Je vais vous donner quelque chose parfois que à laquelle les gens ne font pas attention. Bien entendu, le Congo, chaque année, fait un budget. Voyez-vous, pour des travaux à faire, pour ceci à faire. Donc, ces budgets-là, la correspondance, il y a une valeur d'argent. Et le Congo fait des travaux. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Quand les Chinois font des travaux, mais c'est les Chinois qui payent. Donc, nous avons une dette vis-à-vis des Chinois alors qu'on a l'argent. Quand certains qu'on appelle ça, ceux qui gèrent le pétrole, qui vendent le pétrole et tout ça là, voilà. Quand ils viennent, les traders, quand ils viennent, il y a certains traders mafieux, il faut le dire, qui viennent vous dire, il n'y a pas de problème, on va vous donner l'argent, on a tout ceci. Eux, ils avancent l'argent. Mais ils avancent l'argent alors que nous avons un budget qui est voté là. Et à la fin, on a une dette. Mais où est passé l'argent qui était prévu au budget? Qui c'est qui a pris l'argent qui est passé au budget? Alors, je vais récapituler. Les traders arrivent, nous proposent de l'argent pour vendre notre pétrole. Entre-temps, nous avons un budget qui est arrêté. C'est pour faire nos travaux. Beaucoup de milliards. On est arrivé même à un moment où le Congo envoisinait dans son budget d'ailleurs près de 4 000 milliards. Oui. Et les travaux qui sont effectués, donc les infrastructures routières, hospitalières et bien ainsi de suite, tout ça se fait avec l'argent des Chinois, c'est-à-dire l'argent de la Chine. Notamment des Chinois et bien d'autres. Et la question est de savoir où est passé, où passe l'argent arrêté dans le budget congolais. C'est ça la question, vous avez compris. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons une dette colossale vis-à-vis de la Chine. Colossale. Pourquoi on a cette dette alors qu'on avait de l'argent? Où on a voté des budgets. Les budgets, on les vote par rapport aux prévisions de recettes. Or, dans le cas du pétrole, nos recettes, c'était presque une garantie, puisque c'est notre part de pétrole qui est là. Donc, on pouvait se permettre de faire comme ça. Mais on s'endette. Aujourd'hui, nous avons une dette avec les Chinois. Mais moi, je veux bien. Mais où est parti l'argent qui était prévu au budget qu'on a voté à l'Assemblée nationale? Qui a pris cet argent? Oui, c'est un vrai paradoxe. Alors, donc, si on comprend très bien. Oui, monsieur Obienok, oui, allez-y, monsieur. Si vous me permettez, je crois que tout le monde est au courant. On avait de l'argent, on est rentré maintenant même à faire, n'est-ce pas, comment on appelle ça, constituer, n'est-ce pas, un fonds de garantie. Un fonds pour les générations futures. C'était plus de 14 000 milliards. Et où est cet argent-là? Il est passé. On en parle plus. En dehors de l'argent arrêté, donc le budget qui ne sert en réalité à rien, puisqu'on va prendre l'argent des Chinois pour construire. Oui. Il y a les 14 000 milliards qui ont 14 000 milliards qui ont disparu. Et on nous parle aussi de 5 ou 6 dignitaires du pouvoir qui détiennent à eux seuls près de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Tout à fait. Alors, comment voulez-vous que le pays puisse décoller quand on fait comme ça? Et c'est pour ça que je me dis, mais où est le président? Le président est au courant de tout ça. Comment il peut laisser faire
Parce que ce n'est pas toujours lui, c'est des gens, hein, des gens qu'on a placés qui sont en train de ponctionner l'argent de l'État. D'ailleurs, vous avez suivi ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans les machines Papers, comme on appelle ça. Les Panama Papers et Pandora Papers, oui. Voilà, et Panama Papers. Il y a des gens de chez nous qui sont là-dedans. Voyez-vous? Donc, je me dis, ce n'est pas possible. Un Congo, un pays qui a autant de possibilités. Et comment il peut se retrouver dans la situation actuelle? Je me pose la question. Et c'est ça qui fait que je suis un peu en colère parce que je ne comprends pas. Et évidemment, ce sont des informations qu'il faut expliquer aux Congolais qui, en réalité, peut-être ne comprennent pas aussi ou ne savent rien de tout cela parce qu'on a l'impression que… C'est possible. Et d'ailleurs, je dois vous dire, je ne suis pas un vent-en-guerre. Moi, j'aime mon pays, moi. Pour vous dire que lorsque le président Lissouba n'est plus au pouvoir, le président Kolela est aussi dans l'opposition, Yombi Opango est dans l'opposition, c'est à mon initiative que j'ai demandé à ces 3 personnes charismatiques de notre pays de pouvoir s'en discuter avec le président Denis Sassou Nguesso. C'est moi, Kokebene Benoît. J'ai organisé ça difficilement, mais ils ont fini par accepter. Lissouba a fait venir Makita Paulin, qui était le chef du parti ici en France. Il a fait venir, il y avait Dombi, son prénom, j'ai oublié. Dombi, un militant de l'UPADES, ça c'est du côté de Lissouba. Du côté de Yombi, on a fait venir Guy Mafimba, c'est Guy Mafimba qui était venu. Du côté de Kolela, c'était Mouril, tout le monde le connaît ici sur la place de Paris. C'était Mouril, et il y avait son fils Landry qui était là-bas. Donc j'ai amené tout ce monde-là à Ouagadougou. On a les documents. J'ai des documents cachés dans les banques ici. J'ai ça. Voyez-vous? Pour leur dire, mais écoutez, le pays est en difficulté et surtout qu'à cette époque-là, il y avait la guerre faisait encore rage dans le pool parce qu'il ne faut jamais oublier que le pool a payé lourd tribut. Donc, il fallait qu'on arrête tout ça là. C'est pour ça que j'ai convaincu mes aînés de pouvoir discuter avec le président Denis Sassou Nguesso. Parce que c'était quand même lui le président, qu'on le veuille ou non. Qu'il ait fait un coup d'État ou pas, mais c'était lui le président. Voilà. Ils ont fini par accepter. Et nous avons fait ce travail-là avec les amis dont je vous parle, Guy Mafimba, Maurice. On a fait ce travail-là. On a préparé un document, ce qu'on appelle la déclaration de Ouagadougou. Et ce document-là, il y a des gens qui voulaient qu'on fasse une conférence de presse. Non, 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 non. Moi, j'ai dit qu'on ne peut pas faire une conférence de presse. Nous sommes dans un pays d'autrui. Hein? Le président Kampaoré nous a reçus. Il faut aller lui dire ce que nous sommes venus faire ici. Et nous sommes allés voir le président Kampaoré. Voici ce que nous avons fait, voici les documents. Il nous dit, écoutez-moi bien, il nous dit, enfin vous faites de la politique. Ne faites pas une conférence de presse, parce que Denis va mal prendre ça. Donnez-moi ces documents, je vais me faire fort de le faire parvenir au président Denis Sassou. C'est ce qui a été fait. Je vous dis, c'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, le gars, son particulier qui avait amené ce courrier, nous a dit ceci, que le président Denis Sassou Nguesso, finalement, était content. Était content parce que ça donnait une sortie pour tout le monde et pour la paix au Congo. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Le président Denis Sassou Nguesso a dû parler de ça en conseil de ministre, je ne sais pas où. Donc, il y a eu des forces contraires qui ont empêché Denis Sassou Nguesso de faire ça. Parce qu'on a fait comprendre que si les Souba et les autres venaient ici, c'est pour le tuer. Voilà. Donc, ça n'a jamais pu avoir lieu, alors que c'était une opportunité de tout refaire, parce que la conférence nationale aussi a raté des choses, je dois vous le dire, comme je le pense, la conférence nationale. Voyez-vous? Oui. La conférence nationale, c'était une occasion unique pour le Congo de se sortir de tous ces pièges-là. Et qu'est-ce qu'on a raté exactement? Qu'est-ce qu'on a raté? On a raté la réconciliation.
Mais il y a eu lavement de main, ce n'était pas une réconciliation, ça? Comment? Il y avait eu lavement des mains, ce n'était pas une réconciliation, mais justement, j'en viens. un symbole. Mais j'en viens. Mais on lave les mains pourquoi? Nous sommes dans un pays où on a tué 2 présidents, on a tué beaucoup de personnes, on a arrêté des gens, on a arrêté des innocents. Il y a tout ça là. Et personne ne répond de tout ça. Et on va faire un lavement de mains. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je suis sûr que, mais je ne sais pas pourquoi on condamne les gens, ça ne sert à rien. Mais si on avait crevé n'est-ce pas, l'abcès, je suis sûr qu'on serait sorti là, ragaillardi, et le pays à être sur des bonnes, allait être, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions de développement. Et j'en veux un peu à Monseigneur Congo parce que ce n'était pas bien de faire comme ça. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Hein? Et les Blancs là-bas, ils ont fait souffrir les Noirs. Hein? Mais quand il y a eu la réconciliation, les autres ont reconnu leurs fautes. Et ceux qui reconnaissent leurs fautes, on peut pardonner. Ici, on ne faisait pas ça pour aller attraper les gens, tuer les gens, ça n'a aucun intérêt. Et donc, vous êtes en train, comme qui dirait, de dénoncer un peu ces crimes qui avaient pourtant été recensés, puisqu'on avait, je crois, répertorié un millier de crimes, des milliers de crimes politiques, mais qu'à la fin, il n'y a pas eu un responsable. Aucun responsable. On tue même un cardinal. Il n'y a aucun responsable. On tue un président de la République en exercice. On tue des anciens présidents. On tue des militaires, on tue des fonctionnaires. Tout. Mais personne n'est responsable. Et comment voulez-vous que ce pays-là marche? Et on se précipite à aller faire lavement de main. Ça n'a pas de sens. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'initiative que vous avez eue à rencontrer, sinon à réconcilier les Congolais, mais qui est restée lettre morte, puisque le document avait été transmis à Denis Sassou Nguesso, qui n'a plus jamais réagi. Est-ce qu'on peut penser que, finalement, lui-même ne contrôle pas tout au niveau de son pouvoir? C'est cela? Non, je crois, d'après, je mets ça entre griffes, des informations nous sont revenues. D'ailleurs, parce que l'envoyé des Compaoré a été clair. Il dit vraiment le président Denis Sassou Nguesso était content de cette initiative. C'était avant les élections de 2002. Avant les élections de 2002. Donc, il était content, apparemment. Il avait accepté, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, je suis certain qu'il y a eu des forces là-bas qui l'ont dissuadé d'accepter ça. Je suis certain. Comme ça pouvait être aussi un sourire diplomatique, juste pour ne pas afficher ça peut être devant ça, les bien autres. sûr, bien sûr. Mais enfin, moi, je donne le bénéfice du doute. Hein. Ouais. Bien entendu. Alors, monsieur Benoît Koukébene, vous dites là une initiative que vous avez eue, une très bonne initiative d'ailleurs, de réconcilier les Congolais, mais qui n'a pas marché. Et vous le savez probablement, comme tous les Congolais, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso, il y a ce qu'on appellerait une confiscation de l'alternance politique au Congo-Brazzaville. Vous avez suivi les élections présidentielles de 2021. Là, vient d'avoir donc les législatives 2022. Quelle analyse politique pourriez-vous faire de ces 3 événements? L'analyse politique, c'est que le pouvoir est confisqué. Ces élections-là, comment on appelle? C'est du marque vu. Tout le monde sait. Je prends par exemple l'exemple récent des législatives. Le PCT, qui est le parti qui contrôle tout, on a vu ce qui s'est passé. On a vu des villes qui comptaient peut-être parfois 2000 habitants, 10 000 habitants, qui tout d'un coup ont 100 000 habitants. On a vu ce qui s'est passé, des candidatures uniques. Donc, vous arrivez dans une circonscription, il n'y a qu'un seul candidat. Curieusement, tous les autres candidats ont abandonné. On a vu les enfants des dignitaires, tous, les filles, les garçons, d'être députés. Ce qu'on n'avait jamais vu avant. Et du coup, ils passent tous sur la main. Voyez-vous? Donc, c'est pas des élections, ça, c'est une farce. C'est une farce. Ce n'est pas des élections.
Voilà. Et Et en face à plus de cela, ça, oui, excusez-moi, je vous en prie. on parle de l'argent. Des Congolais qui sont à Brazzaville, ils ont vécu des événements. Des candidats aux législatives vont s'aligner au trésor public, des candidats. Et je ne sais pas quel est ce système, on leur donne de l'argent. Je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, normalement, quand tu te présentes candidat, tu dois avoir les capacités, n'est-ce pas, de pouvoir... Oui, de financer sa candidature, oui. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Que les gens vont au trésor public et l'agent du trésor public n'hésite pas de dire non, non, moi maintenant, je ne fais rien pour l'instant, je ne peux rien faire parce que je m'occupe d'abord, n'est-ce pas, des candidats. Je ne peux plus sortir de l'argent pour autre chose. Je sors l'argent d'abord pour les candidats. Et les mêmes candidats-là, quand ils ont eu l'argent, puisque le système d'Ingiri, comme on dit, le système d'Ingiri fonctionne. Quand ils vont pour aller faire la campagne, ils sont dans les véhicules, ils jettent des billets à leurs supporters, des billets. Mais vous imaginez, on n'a même plus le respect du billet de banque. On va jeter des billets de banque comme ça. Mais tout le monde voit ça. Ça veut dire vous avez dit, monsieur Benoît Koukébéné, on n'a plus le respect pour les billets de banque. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que finalement, l'organisation des élections au Congo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui en réalité les élections ne servent plus à rien, est-ce que cette organisation est finalement une stratégie de détournement de fonds? Il y a tout ça là. Il y a tout ça là. Dois-je vous rappeler que dans les années 80, parce que c'est un truc qui remonte, dans les années 80, il y avait un slogan. Le cabri broute l'herbe là où il est attaché. Si bien que les gens se battent pour avoir des fonctions. Là où il y a des fonctions, l'argent qui est là, c'est pour toi. C'est ça qui se passe. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Ils sont là, ils prennent l'argent, ils font ce qu'ils veulent, et puis on ne dit rien. On ne dit rien. Ça veut dire, mais le président, il est où pour laisser faire ce genre de choses? Il a quand même les informations. Mais oui. Donc, c'est une voie, n'est-ce pas, pour détourner les fonds. C'est sûr. Et puis, on est dans un pays, il n'y a presque plus d'État, parce que ça, j'ai failli oublier de parler. L'État n'existe pas en tant qu'administration, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous êtes dans un pays où il y a plusieurs caisses. Or, dans un pays, il n'y a que la grande caisse. La grande caisse, c'est le trésor public. Aujourd'hui, même certains ministères, certains ministres, ils ont des caisses là-bas, ils encaissent de l'argent. Ils n'ont pas le droit d'encaisser l'argent. Quel que soit ce qui arrive, l'argent doit aller au trésor public. Donc, nous avons plusieurs caisses. Plusieurs caisses. C'est étonnant. Et aujourd'hui, même les papiers pour lesquels vous avez droit, aller demander une carte d'identité, aller demander un passeport, il faut payer les gens pour obtenir ça. Mais ça veut dire un passeport, c'est un droit pour un Congolais. Une carte d'identité, c'est un droit si tu remplis les conditions. Voyez-vous? À la limite, tu payes le timbre, oui. Mais tu ne peux pas payer parce que tu veux avoir un passeport, il faut soudoyer des gens, il faut faire ceci. Donc, l'État n'existe plus. Dans toutes les administrations, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour ça, même, les casiers, même les casiers judiciaires sont payants au Congo-Brazzaville. Tout est payant. Alors, finalement, mais quel avenir pour le Congo lorsque, face à ce tableau que vous venez de... L'avenir est sombre. Si le président Sassou m'entend, je sais qu'il va m'entendre parce qu'ils ont les services. Mais il est temps qu'il fasse. On ne peut pas continuer comme ça. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a même des candidatures pour aller narguer les gens. On envoie quelqu'un dans un des marchés de Congo là-bas. Une fille, elle est candidate. Elle ne connaît personne là-bas. Elle est candidate. Ça, c'est pour narguer les gens. C'est pour narguer les gens. Et ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire cela face à la crise multiforme et persistante, puisque la crise, au Congo, il faut le dire, nous traversons une crise politique aiguë, crise économique, crise des valeurs aussi, culturelles. Mais alors, qu'est-ce qui peut donc expliquer la résignation des politiques que vous êtes? Serions-nous arrivés ou serons-nous dans une situation sans alternative aujourd'hui?
Parce qu'on remarque, nous sentons aujourd'hui une résignation de votre part, vous les politiques. Je ne suis pas résigné en ce qui me concerne. Quand je viens vous parler là, c'est une façon de m'exprimer. Je ne suis pas résigné parce que j'ai quand même essayé, comme je vous l'ai dit, rassembler Kolela, Yombi, Lissouba. J'ai essayé parce qu'il faut la paix dans le pays. Il faut ramener la paix. Parce que si la paix manque, ça ne marchera pas. Si on doit se soupçonner à longueur de journée, ça ne marche pas. Sinon, laisser les gens aller assassiner et puis il n'y a pas d'enquête. Moi qui vous parle, n'est-ce pas? J'ai mon petit-neveu à Pointe-Noire. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Il s'est retrouvé assassiné, coupé en deux. Quand on veut mener l'enquête, tout le monde dit à la famille, non, il ne faut pas mener d'enquête. Mais c'est quoi ça? Coupé en deux. Et d'ailleurs, sa maman est morte à la suite de ça. Donc ma soeur est morte à la suite de ça. Elle qui était déjà malade. Il n'y a toujours pas eu l'ouverture, il n'y a pas eu l'ouverture d'une information judiciaire. Il n'y a rien, aucune ouverture d'information. Il n'y a plus de république, en fait. Il n'y a plus de république, il y a un groupe de gens qui sont là, qui font ce qu'ils veulent, qui veulent profiter du Congo, qui veulent profiter de tout. Et il n'y a pas que les Congolais, il y a tous les étrangers qu'on nous amène. Vous avez appris qu'on est en train de vendre, n'est-ce pas, la terre de nos ancêtres aux Rwandais. Oui, 12 000 hectares de terre congolaise vendue au Rwanda. Et nous serons des apatrides. Dans notre propre pays, le Rwanda peut venir prendre une partie, acheter une partie de terre. Non. S'il veut faire de l'agriculture, on lui montre là où il doit faire l'agriculture. Mais il ne doit pas acheter. Il doit louer, il n'achète pas. Oui, mais à ce niveau, par exemple, M. Benoît Koukebene, quelle alternative pour récupérer ces terres-là? Est-ce que c'est possible? Ça sera possible. S'il y a un autre pouvoir qui vient, pouvoir régalien, pouvoir vient, on dit à Kagame, nous, on déchire ton contrat là. Parce que ça ne répond même pas aux conditions de notre constitution. Notre constitution est même bafouée. On lui fait comprendre ça, on déchire. De toute façon, on a vu, hein, on a vu Trump déchirer les accords avec l'Iran, tout cela, publiquement. Hein. Donc ça, on peut déchirer. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas vendre la terre de nos ancêtres à des étrangers. Non, on n'a pas le droit. Les étrangers, la terre qui leur reste, c'est l'ambassade, à l'intérieur de l'ambassade. C'est tout. Mais venir prendre des hectares, soit disant je vais faire l'agriculture, tout cela, ça veut dire que les Congolais ne peuvent pas faire l'agriculture. Ça veut dire quoi? Mais c'est grave. Kagame, on lui dira non. On lui dit non. Ça, on ne connaît pas ça, vous avez bafoué la Constitution, tout ça. Mais d'ailleurs, quand vous me parlez de ça, ça me ramène à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Hein? On parle des coups d'État. Mais le coup d'État constitutionnel existe. Aujourd'hui, on ne prend plus les armes. Un coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire? Hein? Vous avez dit les coups d'État constitutionnels existent. On n'a pas bien compris. Ça existe aujourd'hui. Je veux rester au pouvoir. Comme j'ai tout, j'ai la force, j'ai l'armée, j'ai le Sénat, j'ai le parti, j'ai tout. Bon, cette partie de la Constitution, je n'en veux plus. Parce que ça m'empêche de me représenter. Allez, on modifie ça, on se représente. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Monsieur Benoît Koukebene, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'actualité? L'actualité, c'est aussi la loi qui venait d'être adoptée par l'Assemblée nationale congolaise sur l'augmentation de l'âge de la retraite à 60 ans et 65 ans pour les cadres, dans un pays comme le Congo, avec toutes les réalités que vous venez de peindre tout à l'heure. Mais c'est une affaire, bon, je ne veux pas dire des gros mots, c'est des choses comme ça que je ne comprends pas. Dans un pays où la jeunesse est au chômage, dans un pays où il y a des gens qui sont là depuis longtemps, ils sont admis à la retraite, on les garde. Mais on vise quoi là? Moi, je pense que, je vais dire vraiment ma pensée, on fait ça pour tous ces gens-là qui servent le pouvoir, qui atteignent un certain âge. Ceux qui se sont enrichis illicitement, c'est ça, pour les protéger? Il faut les protéger, il faut qu'ils restent encore là pour continuer à faire leur travail. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, à l'époque, chez nous, la retraite, c'était à 55 ans, 55, 56.
Maintenant, on va mettre ça à 70 ans. C'est quoi? Je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais je dis, nous avons la jeunesse, il y a le chômage. Il y a le chômage. Et puis d'abord, pourquoi on les garderait là? Pourquoi on les garderait ici? Il y a une raison? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, M. Benoît Koukébéné, comment parvenir finalement à une alternance politique au Congo-Brazzaville pour donner une nouvelle chance, bien entendu, au Congo? L'alternance politique, c'est possible si les hommes doivent s'élever, c'est-à-dire se dépasser. Comme ce qu'on avait proposé au président Denis Sassou Nguesso, il faut se dépasser. Et j'ai toujours dit, à l'époque, quand je faisais des interviews, j'ai dit, dans nos cultures, chez nous au Congo, dans toutes les ethnies, presque dans toutes les ethnies, quel que soit le problème qui se pose au village, même c'est un problème d'assassinat, quand les gens sérieux se retrouvent, ils arrivent à trouver une solution. Et ce qu'on appelait d'ailleurs le mbongi, alors. On se retrouve au mbongi. Au lieu de faire la vendetta, on trouve une solution. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quel que soit ce qui se passe là, il faut que le président Denis Sassou Nguesso se dépasse, se surmonte. Il faut qu'on règle le problème. Il s'agit du pays. Et comme tout le monde, moi, lui, tout le monde passera. Parce que ça, c'est la loi de la nature. Mais quand tu ne seras plus là, qu'est-ce qui va se passer? Voyez-vous? Donc, il faut qu'il se surpasse. Il ne faut pas qu'il écoute toujours les profiteurs qui sont autour de lui, qui racontent la vie. Mais le responsable, quand même, on retiendra que tout ce qui se passe actuellement, c'est Denis Sassou Nguesso. Il faut qu'il sache cela. Il faut se surpasser. Et l'opposition aussi, d'ailleurs. Nous, à l'opposition, nous devons aussi nous dépasser pour trouver des règlements à ces problèmes-là. Mais des règlements, je veux dire, pas des fictifs. Quand on va faire les trucs de Kinkala, les trucs de... J'ai vu les concertations ici, concertations là, mais ce ne sont pas des concertations, tout le monde sait. Ce ne sont pas des concertations. Ils ne sont pas là pour régler le problème. Ils sont là pour régler leurs problèmes personnels. Pour pouvoir rester au poste, à un poste, pour pouvoir gagner de l'argent, c'est tout. Aujourd'hui, vous m'avez dit que nous avons plus ou moins démissionné et le peuple a démissionné. Mais il faut vous mettre à la place du peuple. On a paupérisé les gens. On les affame. Et ils mangent à peine. Et puis, comme vous l'avez dit, peut-être que c'est un peu notre faute, nous aussi, nous dans la diaspora et nous dans l'opposition. Et on voit la violence policière. On voit la violence policière partout. Le programme, c'est qu'il faut paupériser toute la population. Il faut les laisser dans la misère. Et les plus affamés et intrépides, on leur donne un peu d'argent, ils acceptent de faire des tâches. Parce que c'est des tâches qu'on leur donne. Donc, pour revenir à l'histoire de notre pays, il faut que tout le monde fasse fort pour se surmonter et régler le problème du pays. Il faut ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? J'entends par ici, mais ça, je n'ai pas de preuve. Ah oui, il veut mettre son fils. Donc, ça devient une royauté, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Mais c'est pourquoi faire. On n'a pas besoin de faire comme ça. Voyez-vous? Donc, nous sommes dans une situation vraiment pénible. Il faut que tout le monde se surpasse. Si on ne fait pas ça, la suite, c'est quoi? De toute façon, il y aura une fin. N'oubliez jamais ça. Il y aura une fin. Et quand il y aura une fin, je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire, il peut y avoir des dégâts. Il peut y avoir des dégâts. Oh, je ne souhaite pas qu'on se mette encore à tuer des gens, tout cela, ça ne sert à rien. Les gens du Pour ont souffert comme ce n'est pas possible. Dans les autres régions aussi, les gens ont souffert. Je ne voudrais pas que ça recommence. Alors, Monsieur Benoît Koukébéné, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et la toute dernière, et cette fois-ci la dernière question qui pourra compter pour le mot de la fin. Monsieur Benoît Koukébéné, vous êtes encore membre de l'Union panafricaine pour la démocratie et le progrès social, donc l'UPADES. Vous n'avez pas encore démissionné de l'UPADES. C'est exact. Vous considérez-vous encore de l'opposition? L'UPADES, aujourd'hui, ne joue pas réellement son rôle. Il faut avouer cela. Et c'est la faute à la direction actuelle du parti. Il faut le savoir. Parce que
on a la chance, l'UPADES était un premier parti de l'opposition. En plus, le responsable de l'UPADES est le chef de l'opposition. Donc, avec ces deux casquettes, il y a de quoi faire. Voyez-vous? Est-ce qu'à l'Assemblée, vous entendez l'UPADES dire quoi que ce soit? Je ne pense pas. Et moi, malgré cela, je dis, moi, je reste au parti. C'est mon parti. C'est des gens qui gèrent mal le parti. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est triste, mais c'est comme ça la vérité. Moi-même, avec le premier secrétaire de l'UPADES, on n'est pas en harmonie aujourd'hui. Parce que ce n'est pas possible de faire comme ça. Vous êtes un parti. D'ailleurs, beaucoup de propositions, même ce que je dis là, c'est l'UPADES qui devait le faire. C'est l'UPADES qui doit le faire. L'UPADES peut prendre rendez-vous avec le président. Aller dire au président un certain nombre de choses. L'UPADES peut s'associer à d'autres partis. Il y a Yuki, il y a tout ça là qui sont prêts, n'est-ce pas, je pense bien, à pouvoir parler avec le président. Mais on ne fait rien. On ne fait rien. Le parti est inaudible. Et je suis malheureux, je suis confus. C'est une façon de dire que l'UPADES n'incarne plus les aspirations de ses membres. C'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Tout à fait cela. Parce que la conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence, c'est que à l'UPADES, il y a beaucoup de membres, mais beaucoup de membres ne sont plus des militants. Ils ne sont plus des militants, ils sont là parce qu'ils veulent être députés pour gagner, je ne sais pas combien de millions qu'on paye à un député, et ils se battent là-dedans. Il y en a qui sont corrompus, etc., etc., etc. Donc, parce qu'un parti, il faut qu'il y ait des militants. Il faut qu'il y ait des gens qui militent pour une cause. Aujourd'hui, quelle est la cause que défend l'UPADES aujourd'hui? Je suis malheureux, mais je ne peux pas quitter le parti non plus parce que je sais que tôt ou tard, on aura de vraies élections et il faudra avoir un parti. Qu'est-ce qui vous empêche de changer la classe dirigeante de votre parti? Oui, justement, quand je vous dis qu'il y a plein de corruption là-dedans, aujourd'hui, il y a des militants de base qui veulent, par exemple, convoquer un congrès, ce qui est inscrit dans les statuts du parti. Mais les responsables du parti ne veulent pas du congrès parce qu'ils savent que s'ils vont au congrès, ils vont perdre. Et ils sont soutenus en cela par des forces occultes. Je ne veux pas citer le nom, regardez, suivez mon regard. Parce que lui, il est devenu leur agent, en fait. Je n'ai pas honte de le dire. Et il le sait, il connaît il sait ce que je pense. Voyez-vous? Aujourd'hui, on arrive à une situation, on voit maintenant des gens qui se battent, des gens qui nous amènent même des problèmes, n'est-ce pas, des tribus au sein de l'UPADES. Est-ce que c'est des choses que je ne pouvais jamais imaginer? Ah non, ce sont les Banzabi, ça, c'est... Mais mon Dieu, mais je rêve. Mais tout ça, c'est la direction du parti qui permet ça. C'est toujours un peu la même chose, comme l'histoire, n'est-ce pas, de l'État. Si les chefs ne veulent pas régler les problèmes, qui va les régler? Donc, un parti comme l'UPADES se retrouve peut-être avec un croupion, n'est-ce pas, de membres à l'Assemblée nationale. Un croupion. Au Sénat, un petit groupe. L'UPADES, ce n'est pas ça. L'UPADES, ça devait être un parti qui doit avoir beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs. D'ailleurs, comme à l'époque, le MCDDI, c'est des grands partis. Et d'ailleurs, c'est un peu les dirigeants actuels ont tort, n'est-ce pas, d'étouffer ces partis-là. Parce que c'est ça qui fait l'ossature du pays. C'est ça qui permet au pays, quand il y a des problèmes graves, de se retrouver, de discuter. Voyez-vous? Mais prendre tout par malice et tout cela, ça ne règle rien du tout. Alors, oui ou non, Pascal Tsatsi Mabiala trahit l'UPADES? Oui ou non? Pour moi, oui. Mais il le sait, je le lui ai dit. Il le sait. Il m'a envoyé, il m'avait fait parvenir ici des trucs qu'il voulait faire, n'est-ce pas, une rencontre militante, des trucs comme ça, tout cela. Et même là, quelque chose qui concerne le parti, ils choisissent les gens qui doivent venir à ce forum. Je dis, mais comment ça? Vous ne pouvez pas choisir. Tout le monde doit participer parce qu'il faut dire ce qu'on a envie de dire. C'est à ce moment-là qu'on doit régler les problèmes. Même ça, on n'a pas pu le faire. Même ça.
Voyez-vous? Et moi, j'avais envoyé ma contribution écrite. Et personne n'a réagi. Parce que ce que je disais, certainement, ça ne leur plaisait pas. Merci, M. Benoît Kokebene, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes ancien ministre congolais des hydrocarbures sous Pascal Lissouba, membre de l'Union panafricaine pour la démocratie et le progrès social, ancien vice-président de l'UPADES. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore consacré votre attention aujourd'hui. Likez, partagez. Vous pouvez également nous soutenir en envoyant des étoiles. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.